Ok, on est bon. On y va? Ouais. Voilà. Eh ben, c'est à vous. Alors, rebonjour. Alors, c'est moi qui commence et donc tout le monde me connaît là, du coup, je suis Mick. Moi, j'ai choisi de vous faire partager une partie de cette correspondance d'Éric Emmanuel Schmitt avec Mozart et surtout le premier paragraphe où voilà, il parle de cette rencontre qui est, vous le verrez, pour le moins surprenante. Voilà, je vous lis quand même la présentation de ce livre qu'il a fait parce que c'est quand même intéressant. Voilà, donc c'est ma vie avec Mozart. C'est lui qui a commencé notre correspondance. Un jour, pendant l'année de mes 15 ans, il m'a envoyé une musique. Elle a modifié ma vie. Mieux, elle m'a gardé en vie. Sans elle, je serais mort. Depuis, je lui écris souvent, petits mots griffonnés au coin d'une table pendant l'élaboration d'un livre, ou longue missive rédigée la nuit lorsqu'un ciel dépourvu d'étoiles pèse au-dessus de la ville orangée. Quand ça lui chante, il me répond, lors d'un concert, dans la hall d'un aéroport, au coin d'une rue, toujours surprenant, toujours fulgurant. Voici l'essentiel de nos échanges, mes lettres, ses morceaux. Mozart s'exprime en son, je compose des textes. Plus que maître de musique, il est devenu pour moi un maître de sagesse, m'enseignant des choses si rares, l'émerveillement, la douceur, la sérénité, la joie. Peut-on parler d'une amitié? Dans mon cas, il s'agit d'un amour doublé de reconnaissance. Quant à lui, voilà, donc je commence ce fameux passage. À 15 ans, j'étais fatiguée de vivre. Sans doute faut-il être si jeune pour se sentir si vieux. Privée de cette main qui m'a retenue, je me serais laissée glisser jusqu'au suicide. Cette mort qui me tentait, séduisante, apaisante, trappe dérobée où j'aspirais à m'enfourner avec discrétion afin de mettre un terme à ma douleur. De quoi souffre-t-on à 15 ans? De ça, justement, d'avoir 15 ans, de ne plus être un enfant et pas encore un homme, de nager au milieu du fleuve, une rive quittée, l'autre non rejointe, buvant la tasse, coulant, remontant, luttant contre les tourments du courant avec un corps nouveau qui n'a pas fait ses preuves, seul, suffoqué. Violent mes 15 ans, rude. La réalité frappe, entre, s'installe et trucide les illusions. Gamin, je pouvais me rêver 1000 destinées. Aviateur, policier, prestidigitateur, pompier, vétérinaire, garagiste, prince d'Angleterre. M'imaginer de nombreuses apparences. Grand, fin, trapu, musclé, élégant. Me doter de talents variés, les mathématiques, la musique, la danse, la peinture, le bricolage. M'attribuer le don des langues, la facilité pour le sport, l'art de la séduction. Bref, je pouvais me déployer dans tous les sens puisque je n'avais encore pas de réalité. Qu'il était beau, l'univers, tant qu'il n'était pas vrai. 15 ans. Voilà que mon champ d'action se rétrécissait. Les possibles tombaient comme des soldats à la guerre, mes rêves aussi. Charniers, massacres, je marchais dans un cimetière de songes. Déjà un corps se dessinait, le mien. Le miroir me permettait d'en suivre, atterrer la prolifération. Des poils, quelle idée idiote! Sur moi, un ancien bébé à la peau glaive, douce. Qui a suggéré ça? Des fesses, est-ce qu'elles ne sont pas trop grosses? Un sexe, est-il joli? Est-il normal? Des mains fermes et longues, que ma mère appelle des mains de pianiste, et mon père des mains d'étrangleur. Mettez-vous d'accord. Des pieds immenses. Enfermé dans la salle de bain, laissant couler des litres d'eau de manière à persuader chacun que je me lavais, je passais des heures à contempler la catastrophe qui s'affirmait sur la glace. Voilà ton corps, mon gars. Habitue-toi, même s'il te semble incongru,
Mémorise-le, tu n'auras que celui-là pour réaliser tout ce qu'un homme doit accomplir, courir, séduire, embrasser, aimer. Est-ce qu'il suffira? Plus je le scrutais, et plus retentissait un doute légitime. Étais-je équipé du bon matériel? Mon esprit également se laissait envahir de sensations inconnues. L'obsession de la mort me gagna. Je ne parle pas de cette terreur que j'avais éprouvée parfois le soir entre les draps, lorsque les autres s'étaient endormis et qui me rasseyait dans la pénombre, les doigts accrochés au barreau du froid du lit, parce que j'avais soudain soupçonné que je mourrais. Non, je n'évoque pas cet effroi bref, dissipé par la première lampe allumée, mais un malaise constant, pesant, essentiel, une douleur chronique. Si la mort s'avérait le sens de la vie, alors la vie n'avait pas de sens. Si nous nous réduisions à une agitation momentanée de molécules, à un groupement éphémère d'atomes, à quoi bon exister? Pourquoi la valoriser, cette vie sans valeur? Pourquoi la conserver, cette vie dépourvue de vie? La vie, cette farce provisoire, inutile, je souhaitais la quitter. Je me jetais dans le désespoir avec la vigueur de mes 15 ans. Fièvre, tremblement, palpitations, asphyxie, malaise, évanouissement. Toutes les possibilités que mon corps avait de fuir, il me les fournissait. Arriva le moment où, passant trop d'heures à l'infirmerie, je ne parvins plus à suivre mes cours et l'administration du lycée alerta ma famille. Mes parents m'emmenèrent consulter des médecins. Dès que j'en rencontrais un, je guérissais très vite afin de me protéger d'une inquisition. Ils voulurent dialoguer, pas un mot ne sortit de mes lèvres. Personne ne comprenait ce qui m'arrivait. Lorsqu'on m'interrogeait, je me tassais dans mon silence, car j'avais l'impression de porter le fardeau de l'initié. Si j'avais percé les arcanes de nos jours, si j'avais conscience, moi seul, semblait-il, que cet univers était gangréné par la mort, tout n'y étant qu'apparence instable, pourquoi révéler ce secret? Tant que ces innocents ne s'en rendaient pas compte, quel bénéfice à leur ouvrir les yeux? Dans le but qu'ils souffrent ce que je souffre, je n'aurais pas cette cruauté. Sacrificielle, je gardais mes lumières pour moi, ne tenant pas à ce que la vérité devînt contagieuse. Je préférais que chacun crût que l'existence était digne, bien que je sache l'inverse. Armée de lucidité, je me comportais en martyr du nihilisme. Pas question de dévoiler à qui que ce soit l'insignifiance absolue. Lorsque l'on habite le désespoir, ce bidonville de l'esprit, on n'envie pas ceux qui occupent les beaux quartiers. On les oublie et on estime qu'ils logent sur une planète différente. Mais on ne meurt pas de fièvre, même si l'on grimpe à 40 degrés en quelques minutes. On ne meurt pas non plus de transpiration, quelle que soit l'angoisse. Puisque mon corps refusait de m'aider, je devais l'aider à disparaître. Je songeais sérieusement au suicide. Pendant les longues heures que je passais à prendre des bains, j'avais choisi ma méthode. Ce serait celle de Sénèque. J'en réglais le cérémonial. Allongé dans la baignoire, je m'ouvrirais les veines avec un couteau bien effilé et mon sang me quitterait avec douceur, allant noyer ma vie au milieu des eaux bleues. Une mort sans douleur pour me retirer d'une terre de douleur. N'ayant pas fait l'amour, j'imaginais ce moment comme un évanouissement sensuel, tel l'étreinte de Dracula, ce baiser de vampire qui met les femmes en pâmoison, un soulagement subtil. Cependant, l'idée d'être retrouvée nue me gênait. Ce corps d'homme inédit qui venait de me pousser, ce corps intact que personne n'avait encore jamais vu, ni tenu dans ses bras, ni embrassé, je ne souhaitais pas qu'on le découvrît ni qu'on le manipulât. Ma pudeur différa un temps l'exécution de mon projet. Néanmoins, je me sentais si mal que sûrement cet obstacle pudibond allait bientôt céder pour laisser approcher l'instant de ma délivrance. Dans cet état, j'assistais un après-midi aux répétitions à l'Opéra de Lyon. Notre professeur de musique avait obtenu que ses meilleurs élèves bénéficient de ce privilège. En entrant dans la salle,
je ne remarquais d'abord que le délabrement des sièges, la poussière qui panait le velours, l'humidité qui décollait les papiers et cloquait les peintures. Ce vieux théâtre moisi qui venait de traverser un siècle sans rénovation me sembla conforme à ma vision du cosmos. Le travail s'amorça. De la fosse, un piano accompagnait les chanteurs que malmenait un metteur en scène et sa nuée d'assistants. Ça gueulait, ça reprenait, ça critiquait. Le spectacle s'ébauchait laborieusement. Je m'ennuyais sans excès. De toute façon, rien ne m'intéressait. Une femme débarqua sur les planches, trop grosse, trop maquillée, trop gauche. Affolait-elle une baleine égarée sur le sable? Elle craignait de se mouvoir en scène. Va de la fenêtre à la coiffeuse, puis reviens vers le lit. Au fur et à mesure qu'on lui criait ses déplacements, elle hésitait, se reprenait, cherchait dans le décor un appui qu'elle ne trouvait pas, perdait encore en assurance, continuant à courir après une grâce et une aisance inaccessibles. Son costume ne contribuait guère à la mettre à l'aise. On avait l'impression qu'en entrant, elle s'était par mégarde enroulé les doubles rideaux autour d'elle. Des étoffes lourdes et rêches, le tout composant un paquet qu'une ceinture terminait dans le dos en un nœud énorme, disproportionné. Moi, j'aurais pu me confectionner une barque avec ce nœud, un lit, une banquette. Ses petites mains potelées, ses mouvements raides, son costume empesé, son fond de teint laqué, sa perruque figée, ses boucles vernissées. Chaque détail l'a transformée en une immense poupée pathétique. « Merci. Maintenant, on passe au chant, » dit le metteur en scène épuisé. La femme se mit à chanter. Et non. Et là, subitement, tout bascula. Soudain, la femme était devenue belle. De son étroite bouche sortait une voix claire, lumineuse, qui emplissait l'immense théâtre aux fauteuils vides, montant jusqu'aux galeries obscures, planant au-dessus de nous, aérienne, portée par un souffle inépuisable. Immobile, rayonnante, la cantatrice laissait son chant vibrer dans son corps, muter sous nos yeux en instrument de chair. Ce qui donnait à son timbre cette rondeur, ce miel, c'était sa poitrine palpitante, ses épaules douces, ses joues molles, son flanc superbe, sa taille large, matricielle, qui devait fournir des enfants aussi magnifiques que ses sons. Le temps s'était arrêté. En face de la femme la plus féminine que ce qui soit, je demeurais fascinée, suspendue à son chant, me laissant envelopper par lui, rouler, retourner, emmener, caresser. Je n'étais plus que cette respiration, sa respiration, au plus près de ses lèvres, collée à ses hanches. Elle faisait de moi ce qu'elle voulait, je consentais, heureux. Comprenais-je les paroles ? Elle faisait allusion au bonheur dont j'avais oublié le secret. Elle rappelait un moment de douceur que les amants avaient connu, un plaisir qui n'était plus. Mais en évoquant un paradis perdu, la chanteuse rendait le paradis présent. À travers la musique, nous faisions l'amour. Ma force renaissait et l'émerveillement.
Oui, déferlait dans la salle la beauté, toute la beauté du monde. Elle m'était offerte là, devant moi. Lorsque la soprano s'arrêta, il y eut un silence presque aussi émouvant que le chant. Un silence qui certainement était encore de Mozart. De la suite, je ne me souviens pas. Ce qui me revient, c'est qu'à cet instant, je fus guérie. Adieu désespoir, adieu dépression. Je voulais vivre. S'il y avait des choses si précieuses, si pleines et si intenses dans le monde, l'existence m'attirait. Comme preuve de ma convalescence, j'éprouvais de l'impatience. Quand pourrais-je réentendre ce morceau? Je dois convaincre mes parents de nous acheter des places. Et puis, deuxième signe de santé, une inquiétude me piqua le cœur. Aurais-je le temps de découvrir l'intégralité des merveilles dont la planète regorge? Combien vais-je en rater, pourvu que je reste en bonne santé jusqu'à plus de 90 ans au moins? Voilà ce que disait l'adolescent qui, quelques minutes auparavant, voulait s'ouvrir ses veines. Mozart m'avait sauvée. On ne quitte pas un univers où l'on peut entendre de si belles choses. On ne se suicide pas sur une terre qui porte ses fruits et d'autres fruits semblables. La guérison par la beauté. Aucun psychologue n'aurait songé sans doute à m'appliquer ce traitement. Mozart l'a inventé et me l'a administré. Telle une alouette filant vers le ciel, je sortais des ténèbres, je gagnais l'azur. Je m'y réfugie souvent. Voilà. S'il veut bien. Voilà. À toi. Alors, bonjour. Donc, Joël. Je vais quant à moi vous lire un récit de Luis Sepulveda tiré des dernières nouvelles du Sud. Voilà le livre. Ce récit est intitulé La Dame au miracle. Le ciel était si bas qu'on pouvait le toucher. En descendant une colline, nous sommes entrés dans les nuages. Un voile épais a enveloppé la voiture. Nous nous sommes égarés et le hasard nous a conduits sur un sentier qui s'ouvrait près de la route reliant El Bolson à El Maiten. En Patagonie, on dit que faire demi-tour et revenir en arrière porte malheur. Pour rester fidèles aux coutumes locales, nous avons poursuivi notre chemin, car le destin est toujours devant. Et on ne doit pas avoir dans son dos que la guitare et les souvenirs. Nous avons fait 3 kilomètres au pas, en comptant sur l'éternelle solitude des chemins, jusqu'au moment où les nuages se sont trouvés légèrement au-dessus du véhicule, et la lumière passant à travers ce filtre d'humidité a alors donné aux choses un ton gris-vert inquiétant. Curieusement, le vent omniprésent soufflait avec douceur et nous pouvions sentir le parfum des herbes et des fleurs sauvages qui devaient certainement pousser tout près de l'endroit où nous nous trouvions. À un détour du sentier, les arômes sont devenus plus perceptibles, se transformant en fragrances qui parfumaient l'air et nous invitaient à nous arrêter. À une centaine de mètres du chemin, il y avait une petite maison, anormalement petite, car ici, les constructions répondent aux exigences de la vie difficile en Patagonie. Elles servent d'habitation, de remise et même de bergerie pour les moutons qui, lorsqu'ils sont trop fragiles, sont tenus à l'écart ou évincés de la chaleur du troupeau. En nous approchant, nous avons vu avec étonnement qu'elle était entourée de roses, d'œillets, de géraniums et d'hortensias extraordinaires qui diffusaient leur langage de couleurs et de parfums. On ne voit pas beaucoup de jardins en Patagonie.
La main cruelle du vent arrache les boutons et les pétales ou coupe les tiges de sa faucille glacée quand il souffle du sud. En cherchant la porte, nous avons découvert le verger et nous sommes restés ébahis devant la taille des fruits. Des courges de plusieurs kilos, des calebasses énormes, 2 pommiers et un poirier aux branches chargées de fruits appétissants, séparaient les légumes du champ de fraises poussant à fleur de terre. C'était un jardin de l'abondance, un poème à la générosité de la terre. À quelques centaines de kilomètres plus au nord, Elbolson s'étend dans une vallée protégée par les cordillères. Il est donc normal d'y trouver des potagers et des vergers. Les habitants en vivent, mais au beau milieu de la steppe et à la merci du vent et des intempéries, cette oasis paraissait irréelle. Alertée par les aboiements d'un chien, une vieille dame est sortie sur le seuil de la porte. Elle était petite, car les années nous font rapetisser et nous rapprochent avec une implacable compassion de l'étreinte définitive de la terre. Elle nous a fait signe d'approcher et nous lui avons obéi. L'intérieur de la maison avait la sobriété qui est l'apanage de la vie solitaire. Le feu allumé et engageant, la bouilloire noircie près des braises pour que l'eau reste chaude mais sans bouillir, une quenouille, une corbeille pour la laine déjà cardée et 3 petits bancs de bois. Sur les murs, un almanach, une gravure de la Vierge de Lujan et une photo d'elle dans sa jeunesse, aux côtés d'un homme sérieux et cérémonieux. Elle nous a fait asseoir, a ravivé le feu en y jetant des brindilles sèches et nous a offert du maté et des galettes frites. Le visage de la vieille dame était sillonné de milliers de rides. Ses yeux nous regardaient avec attention et elle s'exprimait toujours avec un doux sourire qui embellissait ses lèvres flétries. Elle nous a demandé si nous aimions ses galettes. Nous lui avons répondu que oui, car elles étaient vraiment délicieuses. Et je me suis permis de lui demander si elle vivait seule. Seule? Non. Je vis avec le chien, les moutons, les plantes et les fleurs, a-t-elle répondu d'une voix sereine, avec cet accent lent et traînant des gens du Sud, cette façon de parler que j'aime, que je n'ai trouvé dans aucun autre endroit de la terre et qui donne à ma langue des proportions gigantesques, car les gens du Sud du monde modulent les mots en ayant conscience de leur caractère fondateur. C'est ainsi qu'ils donnent vie à ce qu'ils nomment, qu'ils peuplent la dureté de la steppe. Les flammes du foyer et le crépitement du bois sec invitaient au silence. Le feu raconte autrement la même histoire. La vieille dame a installé la quenouille entre ses jambes et a commencé à filer. Les nuages gris provenant de la tonte des moutons au printemps dernier se transformaient en fines lignes blanches. Ni mon socio ni moi n'appartenons à la corporation des chercheurs de lumière et de paix intérieure. D'un agnosticisme salutaire, nous savons qu'on trouve la paix intérieure en faisant ce qu'on doit faire au moment voulu et qu'on découvre la lumière en ouvrant grand les yeux. Mais nous nous sentions bien là, près de la vieille dame, à siroter notre maté en nous laissant hypnotiser par le langage du feu. Mon socio a rompu le silence pour lui demander son âge. « Je viens tout juste d'avoir 95 ans, lui a-t-elle répondu avec une moue coquette.
Depuis quand? Maintenant. C'est aujourd'hui mon anniversaire. Donna Delia Rivera de Cosio était née en 1901 à San Carlos de Bariloche, à l'époque où la ville riche et touristique d'aujourd'hui n'était encore qu'une enclave où les pionniers s'approvisionnaient avant de s'avancer vers le sud profond à la recherche de terre. À 18 ans, elle avait rencontré Giacomo Cosio, un émigrant sarde venu chercher en Patagonie, comme tant d'autres Italiens, le pain et le vin que la misère leur refusait en Europe. Ils avaient tous les deux construit cette maison, eu des enfants qui avaient grandi, et puis un jour étaient partis loin, à l'abri du vent et de la solitude. Giacomo Cosio avait travaillé dans les équipes qui posaient les voies du Patagonia Express. Il avait perdu la vie dans un accident et ses restes reposaient au fond de la cour, près d'un pommier, loin de la Sardaigne et sous un ciel où les nuages sont à portée de main. Les enfants n'étaient jamais revenus et Donna Delia était restée seule. Seule? Non. Avec le chien, les moutons, les plantes, les fleurs, le silence et la tombe de l'homme sérieux et cérémonieux qui nous regardait sur la photo, jadis en noir et blanc, aujourd'hui sépia sous la patine des ans. Nous l'avons serré dans nos bras, félicité, embrassé. Mon socio lui a demandé s'il pouvait la prendre en photo, ce à quoi Donna Delia a répondu qu'avec plaisir, mais qu'elle devait d'abord se préparer. Elle a vite été de retour. Les préparatifs consistaient à enlever son tablier et à bichonner ses cheveux blancs, comme elle disait. Toujours respectueux, mon socio a d'abord utilisé son polaroid. Clic, bourdonnement. Le papier sort comme une langue blanche, les premières taches du chaos, et la lumière révèle un rectangle de réalité. Elle s'est regardée. C'est moi, ça? À 18 ans, Donna Delia s'était mariée, avait quitté Bariloche et n'y était jamais revenue. Elle avait passé quasiment toute sa vie dans ce coin de la steppe, et quand nous lui avons demandé si elle avait envie de revenir dans sa ville natale, juste pour la revoir, elle nous a répondu que oui, mais qu'elle avait peur, parce qu'on lui avait dit que c'était maintenant une ville énorme, pleine d'autos et de gens qui n'avaient jamais le temps de boire un maté. « Je suis comme ça ?» a-t-elle demandé d'un air songeur, la photo entre les mains. « Dans la réalité, vous êtes beaucoup plus jolie, beaucoup plus belle, lui a assuré mon socio, et lui a demandé de poser pour lui avec sa quenouille, près du feu et de la photo sépia. Moi, je suis sortie dans le jardin où j'ai compté 20 sortes de légumes différents, mangé des fraises délicieuses et vu des lièvres s'approcher en bondissant du chien qui les a reçus avec la plus totale indifférence. Mes connaissances en agronomie et en horticulture sont assez limitées, mais j'ai été étonnée de voir que dans ce potager, les herbes folles ne gênaient pas la croissance des plantes. Puis, je me suis approchée des fleurs, surtout de certaines roses aux pétales très durs, d'une couleur cardinalis, au parfum capiteux, et j'ai remarqué sur leurs grosses tiges des sillons semblables à ceux du visage de la vieille dame. Ces rosiers parlaient de longs et durs hivers endurés. Il n'y avait aucune rancœur dans leurs fleurs épanouies. Mon socio a fini de prendre ces photos, et nous avons retrouvé le silence du foyer. Les mains de Donna Delia racontaient 1000 histoires en faisant tourner sa quenouille.
Presque un siècle de vie passé à accomplir la tâche simple et nécessaire de protéger les corps. Le pire siècle de l'humanité n'avait pas touché ses mains ni la saine habitude d'être utile sans le savoir. Je lui ai demandé, « Les hivers sont durs par ici ?» La vieille dame a alors abandonné sa quenouille, ramassé une brindille et s'est mise à la frotter de ses doigts, comme pour chercher ses mots dans la fragilité du bois. Des fois ils sont durs, et des fois pires encore. Le plus terrible, ce n'est pas le froid, ni le vent, ni la neige. La neige arrive doucement et reste là. Le plus terrible, ce sont les gelées, parce qu'elles vous prennent en traître, a-t-elle dit, tout en continuant à frotter la brindille. J'ai regardé mon socio. Il voyait, comme moi, les mains d'une vieille dame caresser un rameau desséché qui, lentement, tandis qu'elle nous parlait, s'est ouvert pour nous offrir, comme par magie, les pétales blancs de la blanche fleur du pommier. « Comment avez-vous fait ?» a demandé mon socio. « Quoi donc ?» s'est étonnée la vieille dame. « La fleur ?» ai-je ajouté en montrant le rameau qui avait fleuri entre ses mains. « Je ne sais pas. C'est un don, paraît-il. Tout ce que je touche vit, a-t-elle répondu timidement. Avec un naturel absolu, Donna Delia a renouvelé le miracle de prendre un rameau sec, de le caresser et de réveiller la fleur de la fertilité endormie. De sa voix calme, elle nous a raconté que les gens avaient recours à elle quand une brebis ou une vache était stérile. Il lui suffisait de leur toucher le ventre pour les rendre fécondes. Il en était de même pour les arbres abîmés par le vent, pour les plantes, pour tout ce qui était destiné à pousser et à donner des fruits. Elle recevait également la visite d'hommes honteux ou de femmes tristes qui, 9 mois plus tard, trinquaient à sa santé dans un baptême. Donna Delia n'était ni végétarienne, ni macrobiote. Elle ignorait les 1000 théories sur les propriétés énergétiques et ne se considérait pas comme un être exceptionnel. Quand nous lui avons demandé si elle savait d'où lui venait ce don de la fertilité, elle a nourri le feu avant de répondre. De mon amour pour cette terre. Chaque fois que je regarde cette pampa pelée, je me dis que Dieu s'est trompé. Presque à la tombée du jour, nous avons quitté Donna Delia. Nous l'avons vue jeter des grains de maïs aux poules, caresser le chien, se pencher pour redresser une tige, rentrer dans sa maison, fermer la porte et allumer une bougie qui a baigné d'or son unique fenêtre. Le soleil se couchait sur l'autre versant des Andes, l'orchestre des grillons accordait ses instruments. Un jour mourait en Patagonie, mais à l'aube suivante, une vieille dame de 95 ans, qui avait fêté son anniversaire avec 2 hommes des grands chemins, garderait la merveilleuse habitude de vivre. Voilà. Bravo. Et voilà la vieille dame. Montre au niveau de la caméra. Voilà. La vieille dame en question. Ouais. Bon. Vous pouvez nous montrer de plus près les couvertures? Voilà. Oui. Voilà. Oui, je ne sais pas si vous avez bien vu. Vas-y, moi, je Voilà. pense que c'est bon. Et pour finir, une petite histoire pour rire. Parce qu'il est important de rire en ces temps un petit peu perturbés, dirons-nous.
Et après, on prendra un petit temps d'échange après la Oui, dernière lecture. d'accord. Voilà. Donc, merci de recouper à nouveau les micros. Et, merci. Oui. Voilà, c'est un petit conte de Jean-Claude Carrière tiré du Cercle des menteurs. Voilà, ce sont des contes philosophiques du monde entier. Et ce petit conte s'appelle « Le fameux Paris de Nasreddin ». On attribue quelquefois à Nasreddin cette autre histoire de Paris qui a couru le monde. Alors qu'il se plaignait sempiternellement de sa pauvreté, il donna chez lui un soir un tel festin que l'écho de sa magnificence parvint aux oreilles du calife. Celui-ci le fit convoquer et lui demanda d'où il tenait l'argent pour donner une pareille fête. « Je fais des paris, répondit Nasreddin, et je gagne. Mais tu paries quoi ? N'importe quoi. Serais-tu à parier avec moi ? Sur le champ, répondit Nasreddin. 10 pièces d'or ? 10 pièces d'or. Et que paries-tu ? Je parie que demain matin, à ton lever, tu auras un gros bouton sur la fesse droite. Pari tenu. Le lendemain matin, après une nuit d'agacement, le calife se réveilla et constata qu'il n'avait rien sur la fesse droite, ni d'ailleurs sur la gauche. Il fit appeler Nasreddin et lui annoncer qu'il avait perdu son pari. Nasreddin demanda à vérifier ce qui fut fait. Le calife baissa rapidement son pantalon et montra ses fesses à Nasreddin, qui dut reconnaître qu'il avait perdu et se retira modestement. Le soir même, le calife apprit que Nasreddin donnait une fête encore plus somptueuse que la première. Il le convoqua et lui demanda, assez mécontent, les raisons de cette surprenante réjouissance. « Oh, c'est très simple, lui répondit Nasreddin. J'avais parié 50 pièces d'or avec ton vizir et j'ai gagné. Et qu'avais-tu parié ? Que ce matin, s'il venait assez tôt et se cachait derrière une tenture, il verrait le calife me montrant son cul. » Voilà. Très bien, si vous voulez dire un petit mot pour réouvrir vos micros. Voilà, nous espérons que vous avez passé un agréable moment avec à la lecture de ces quelques textes. Alors, ce qui est toujours surprenant, c'est qu'on angoisse toujours avant de lire. Puis une fois qu'on est parti, on se rend compte que on oublie tout, qu'on est dans le livre et que finalement, on a pris du plaisir à la sortie. Ouais. Voilà. Moi, j'étais un peu Oui, tendue. Bien même. sûr. Et, voilà. Surtout avec l'histoire, elle est longue. Non, c'est à dire. Ouais, Voilà. J'ai envie de vous dire merci parce que là, je me suis posée pendant toute une lecture, j'ai regardé le coucher de soleil. C'était le but. mais c'est bon. Franchement, plutôt que d'être fixé sur les visages des gens, finalement, tu prends jamais le temps comme ça avec une histoire, un conte où on te raconte des histoires comme un enfant à qui on lit une histoire. Mais en plus, avec la variation du ciel, c'était magnifique. Merci. Le but est atteint. Oh, c'est bien. Il y a Pierre Forêt qui nous envoie un message en nous disant « Bravo à vous deux, très belles histoires et belles prestations. » Merci, Pierre. Merci. Bon, moi je tenais à vous remercier aussi. J'ai passé un très bon moment avec deux histoires là, qui donnent envie de poursuivre un peu plus loin. Ah, mais c'est bien. Merci. Donc, celle du Sud, c'est donc une histoire vraie. Ce sont vraiment la personne, c'est partie d'un voyage de 2 personnes, c'est ça, Joël? Oui, apparemment oui. Ils ont récolté des histoires au cours de leur voyage en Patagonie. Donc, c'est un témoignage de rencontres de personnes. Alors ça… Des rencontres. Oui, des rencontres.
des interviews, des rencontres de personnages. Oui, il y a plusieurs photos. c'est Oui, ça, il y a des ouais. photos Il y a de plusieurs ces personnes. Hmm. Il y a une dizaine de photos. Je n'ai pas eu le temps de lire les autres histoires, mais Hmm. je pense que ça vaut la peine. Alors, c'est assez rigolo parce que je suis en train de lire aussi. Ah non, c'est un autre, excuse-moi. Non, j'ai cru que c'était le même. Il s'appelle Virgilio Pinera. C'est autre chose, c'est des nouvelles qui s'appellent Ah. Nouveau conte froid. Ah. Et voilà, je suis dedans, mais j'ai cru que c'était le même auteur. Mais c'est pas. Noté. c'est- Bien. Oui, ben, merci beaucoup. Vous pouvez continuer. Oui, ben, en principe, oui. Oui. Très bon C'est moment. l'idée, hein, c'est ce qu'on s'était dit, de pouvoir renouveler le rendez-vous, de ritualiser un peu ce rendez-vous, si ça plaît, l'idée était peut-être de renouveler ça jeudi prochain. Mhm. Non, j'ai trouvé ça très bien aussi. Bonjour Joël. J'aimerais bien que ça continue. Mhm. Ben, en principe, ça continue la semaine Oui. prochaine. Hein. Mhm. Même heure, Oui, même on peut endroit. vous dire à jeudi À jeudi. prochain. À jeudi alors. Voilà, si le chiffre. Alors, à jeudi. Voilà, avec le même lien, la même heure, Voilà. pour des nouvelles lectures. Alors, vous préparez, vous avez une semaine. Oui, pour Ça y est, on préparer. est déjà dessus. On est déjà dessus. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, Bah, de pour ceux qui rien. veulent, il y a Merci, un à la semaine rendez-vous prochaine, demain peut-être. aussi. Merci à revoir. vous. Bonne semaine. Oui. Au revoir. Merci, au revoir tout le Au monde. revoir. Au Bonne revoir. fin de Merci journée. Aurélie, merci bye. Jérémy. Plaisir. Merci au Super. forum. Ben oui, c'est vrai. Super. Merci au Merci. forum. Oui, Oui. merci au forum.